Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je suis dans la voie de droite. Je suis bien placé pour tourner à gauche à l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très intéressante. Regarde le marquage au sol. La voie de gauche est délimitée par une ligne épaisse discontinue. Donc, la voie de gauche est une voie réservée. Tu sais, un peu comme les voies de bus. Sauf que là, regarde, sur cette voie de gauche, il a un marquage au sol qui montre une flèche qui tourne vers la gauche. Donc, c'est une voie réservée aux véhicules qui tournent à gauche. C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Alors, concrètement, c'est quoi une voie de stockage ? Comme tu le vois sur cette animation, cette voie de stockage sera réservée aux personnes qui veulent tourner à gauche. C'est là qu'on va stocker, donc voie de stockage, c'est là qu'on va stocker les véhicules qui veulent tourner à gauche à l'intersection afin de libérer la voie de droite pour aller tout droit. Donc, pour répondre à la question, je suis dans la voie de droite, est-ce que je suis bien placé pour tourner à gauche à l'intersection ? Non. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale qui te sépare d'un autre véhicule et qui équivaut à la distance parcourue pendant 2 secondes. En général, pour connaître cette distance, vous avez ce qu'on appelle des signalisations horizontales sur les routes et les autoroutes. Cette signalisation, ce sont les lignes de rive, donc les lignes qui sont à droite de la route. Pour respecter cette distance de sécurité, il faut au moins laisser 2 lignes de rive entre vous et le véhicule qui a devant vous. Donc ici, on peut voir que la distance de sécurité n'est pas respectée car on n'a pas nos fameuses 2 lignes de rive. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 3. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de réponse A, 2 diodes bleues, réponse B, 3 diodes bleues, réponse C, 4 diodes bleues. Alors, remarquez bien ici dans le tunnel, regardez les lignes de rive, elles sont continues. Donc, il est impossible de connaître sa distance de sécurité en regardant les lignes de rive, comme on le fait souvent sur une route. Alors, effectivement, dans un tunnel, la distance de sécurité sera de 2 diodes bleues. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Je souhaite tourner sur la rue située à ma gauche. Je dois céder la priorité au camion en face de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, si tu vois bien ici, on a un camion qui vient en sens inverse, donc en face de moi, et moi je veux tourner à gauche. Alors, ici, je vais devoir laisser passer le camion. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il est sur sa voie. Si je tourne à gauche, je vais devoir aller sur sa voie, qui n'est pas la mienne. Donc, juste pour cette raison, je devrais lui laisser la priorité. Autre raison. Si je tourne à gauche, le camion se situe à ma droite. C'est donc également une priorité à droite. Donc ici, je laisse passer le camion. Puis, quand il n'y aura personne sur la voie, je pourrai tourner à gauche. Donc, pour répondre à la question, je dois céder la priorité au camion en face de moi pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 5. Ce véhicule dispose du système de surveillance de la pression des pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le pictogramme qui représente que ton véhicule dispose du système de surveillance de la pression des pneus, ou SSPP, c'est ce pictogramme. Alors, si tu remarques bien sur l'image là, qu'il y a, sur cette étiquette qui est affichée sur la portière, il y a ce fameux pictogramme qui indique donc que ton véhicule dispose bien de ce système. Alors, ça va même plus loin que ça. Regarde bien ce que dit l'étiquette. Alors, à gauche, en jaune, il y a ce fameux pictogramme. Et ce pictogramme pointe vers un livre avec la lettre I. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si tu veux savoir ce que c'est que le système de surveillance de la pression des pneus, lis le manuel du véhicule. Et regarde juste à droite. Juste à droite, tu as 2 encarts. En haut avec le numéro 1, en dessous avec le numéro 2. En fait, cette étiquette t'explique comment fonctionne, comment utiliser ce système. Qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, tout d'abord, numéro 1, tu dois effectuer la pression de tes pneus. Ensuite, en numéro 2, regarde bien, il y a ce pictogramme avec le mot 7, c'est-à-dire initialisation, et en dessous, tu as le tableau de bord avec un petit doigt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que tu ailles réinitialiser la pression de tes pneus sur le tableau de bord. Alors, comment on fait ? Quand tu es sur ton tableau de bord, tu vas donc sur le menu du véhicule, sur Reset détection de sous-gonflage. Donc là, l'ordinateur te demande si tu as bien fait la pression des pneus. Tu dis oui. Et là, tu vois qu'il est marqué pression des pneus enregistrée. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que l'ordinateur vient d'enregistrer la pression de tes pneus. Et si un jour, un de tes pneus se dégonfle, ton ordinateur va afficher ce pictogramme
sur le tableau de bord. Hein, parce qu'il va te dire, attention, la pression que tu as enregistrée n'est pas du tout la même que celle que je mesure. Donc, il va falloir regonfler les pneus. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Je tourne à droite. J'ai la priorité sur le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à une intersection qui n'est pas gérée par une signalisation. Donc, lorsqu'une intersection n'est pas gérée par une signalisation, c'est la priorité à droite qui prime. Là, regardez la petite animation. Donc, nous, on est la voiture rouge. Donc, à notre gauche, la voiture blanche. Si vous vous mettez du point de vue de la voiture blanche, hein, imaginez que vous conduisez la voiture blanche, vous nous voyez à droite. Donc, je laisse la priorité aux gens qui viennent de droite. Donc, dans ce cas-là, c'est à nous de passer avant la voiture blanche. La voiture blanche doit nous céder le passage. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Je peux m'arrêter sur la voie à ma droite pour faire monter une personne dans mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez la voie de droite. Elle est délimitée par une ligne épaisse discontinue. Cette ligne épaisse discontinue vient matérialiser une voie réservée. Hein, elle n'est pas réservée à vous, elle est réservée à d'autres utilisateurs. Ici, on peut voir que elle est réservée au bus. Hein, on peut voir parce qu'on a une voie de bus à droite. Donc, vous n'avez même pas le droit d'y aller. Donc, encore moins de vous arrêter sur cette voie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Je dois dégivrer les vitres de mon véhicule avant de prendre la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je sais que certains d'entre vous vont dire, mais attends, mais cette question, c'est une question bête. Alors, pas tant que ça. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a des articles de loi, en fait. Alors, il faut savoir que le pare-brise est un élément de sécurité, d'accord ? Ce pare-brise doit être propre tout le temps. Il doit être visible, en fait. Tout le temps. Sachez que vous risquez une contravention de 3e classe et une amende de 68 € si votre pare-brise est sale ou non visible. Donc, ça peut paraître évident, mais plusieurs personnes, par exemple, vont juste dégivrer le pare-brise, juste dégivrer la fenêtre, ou une partie, ou alors vous roulez avec des pare-brises sales. Et bien ça, c'est une contravention. Donc oui, je dois dégivrer les vitres de mon véhicule avant de prendre la route. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 9. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis et je passe. Réponse C, je m'arrête.
Alors, ici, on est sur une deux voies à sens unique. Donc, à notre droite, il y a un bus qui s'arrête à un arrêt de bus. Alors, pour ceux qui vont dire qu'on ne sait pas s'il y a un arrêt de bus ou pas, bah si, on le sait. Et pourquoi on le sait? Bah parce qu'il s'arrête et il a mis ses clignotants droits. Donc là, c'est sûr et certain, qu'il s'arrête à un arrêt de bus. Alors, lorsque un véhicule s'arrête, lorsqu'un bus s'arrête à un arrêt de bus et qu'on est derrière, il faut faire très attention parce qu'en fait, on manque de visibilité sur ce qui se passe devant nous. Il pourrait très bien y avoir, par exemple, des piétons qui essayent de traverser la rue. Et s'ils veulent traverser la rue, vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit et on passe. Voilà, on fait attention, on ralentit et on passe. Alors, pour ceux qui vont dire, bah ouais, mais j'ai cru qu'il n'y avait pas assez de place pour que je passe. Bah si, là vraiment, là, il y a assez de place pour que vous puissiez passer avec une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Ce véhicule a correctement passé le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans la vidéo, on peut remarquer qu'effectivement, il a laissé passer les piétons, puis il est passé après. Donc, il a laissé la priorité aux piétons, il n'a pas fait de refus de priorité. Donc, clairement, ici, il a correctement passé le passage piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Cette signalisation verticale indique réponse A, un obstacle, réponse B, une intersection. Alors, je suis sûr que vous vous posez la question, c'est quoi une signalisation verticale? Alors, une signalisation verticale, ça va être toutes les signalisations qui sont verticales, c'est-à-dire les feux, les panneaux, les balises et les bornes. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle une balise. Alors, celle-ci, c'est une balise d'obstacle. Elle indique un obstacle sur la chaussée. Une balise d'intersection ressemblera à ça. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Le véhicule doit marquer l'arrêt au stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici on est dans une intersection, on voit en face de nous donc un véhicule qui a passé le stop, et à sa droite, un policier avec les bras écartés de profil. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là le policier il est en train de réguler la circulation dans cette intersection. Lorsque c'est un agent de police qui régule la circulation, alors il remplace la signalisation. C'est-à-dire qu'il remplace les feux et les marquages au sol. Donc, il faut savoir que les agents de police, lorsqu'ils régulent la circulation, ils utilisent des signes. Alors, ils utilisent plusieurs signes, mais ils en utilisent deux plus particulièrement. Alors, c'est les bras écartés vus de face et de dos, qui signifient
l'arrêt obligatoire et les bras écartés, vue de profil, qui signifie une autorisation de passer. Comme c'est le cas ici, dans cette situation. Donc, ici, le véhicule ne doit pas marquer l'arrêt au stop car le policier lui fait signe de passer. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez bien qu'on roule sur une rue étroite et en plus avec un trottoir étroit. Sur le trottoir se trouve une personne qui tient un enfant sur les bras, donc qui est déséquilibré et qui a donc une zone d'incertitude très grande. Donc ici, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Je conduis un véhicule automatique. Pour quitter le véhicule, je place le sélectionneur sur... Réponse A, S. Réponse B, D. Réponse C, P. Réponse D, N. Quand tu conduis une automatique, le boîtier de vitesse est différent. Donc, on a un boîtier de vitesse qui ressemble à ça. Donc, la lettre S, ça c'est pour la boîte séquentielle. La lettre D, c'est pour drive, c'est lorsque tu conduis. La lettre N, c'est pour neutral, ça c'est le point mort. La lettre R, c'est pour reverse, ça c'est la marche arrière. Et enfin, la lettre P, c'est pour le stationnement. Donc ici, si je quitte mon véhicule, c'est que le véhicule est stationné. Je mets le sélectionnaire sur la lettre P. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 15. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un itinéraire européen. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu peux le voir, au-dessus donc de la pancarte bleue, il y a ce qu'on appelle un cartouche. Ce cartouche te permet d'identifier la route sur laquelle tu roules. Alors, il y en a plusieurs des cartouches qui ont des couleurs, des lettres et des numéros différents. Par exemple, ici, A75, A pour autoroute, 75, le numéro de l'autoroute, 75. Juste en dessous, N89, N pour national, 89 pour le numéro de cette nationale. Juste un peu plus en dessous, E11 veut dire que tu roules sur l'itinéraire européen, E pour européen, numéro 11. Alors, si on se réfère à notre photo qu'on a ici, on voit que sur le cartouche, il y a A85, donc on roule sur l'autoroute A85, et E604, donc on roule également sur un itinéraire européen numéro 604. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 16. Les aides à la conduite sont fiables à 100%.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pas du tout. Les aides à la conduite ne sont pas fiables à 100%. Il peut y avoir tout simplement des défaillances électroniques. Il peut y avoir aussi une mauvaise détection due à la pluie, par exemple, ou aux intempéries. La mauvaise détection peut être aussi due à des obstacles, qui peut être sur les radars ou en dessous des radars. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 17. Je rentre dans un tunnel. Je reste en feu diurne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous voyez, il y a le petit panneau d'obligation « Allumez vos feux » juste à droite. Cela signifie que vous êtes dans l'obligation d'allumer vos feux de croisement. Donc ici, les feux diurnes ne sont pas suffisants. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un feu diurne, je vous conseille fortement d'aller dans la formation en lien dans la description. On a mis en place une plateforme pédagogique en ligne. En plus, très très accessible. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment accessible à tous. Il y en a pour tous les budgets. Donc, mais si vous ne savez pas ce que c'est que des feux diurnes, là par contre, il faut aller dans le cours. Donc ici, les feux diurnes ne seront pas suffisants. On a une obligation d'allumer nos feux de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 18. Ce tableau de bord montre un véhicule. Réponse A, dont le réservoir est vide. Réponse B, équipé de l'ESP. Réponse C, équipé de l'ABS. Alors, déjà, première chose, on peut voir que le tableau de bord montre un véhicule dont le réservoir est plein, comme tu peux le voir. Quasiment plein, en tout cas. Le tableau de bord montre aussi que ce véhicule est équipé de l'ABS et qu'il est équipé de l'ESP. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 19. Le véhicule est bien garé. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici on est sur une question qui parle des stationnements infractionnels. C'est un thème qu'on voit vraiment régulièrement, que ce soit sur les vidéos YouTube et même dans la formation. Donc comme vous le savez, il y a plusieurs types de stationnement infractionnel. Stationnement abusif, stationnement gênant, très gênant, dangereux. Alors, ici on est sur un stationnement qu'on dit très gênant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous n'avez pas le droit de vous garer sur un trottoir. Au-delà de ça, il faut aussi savoir que vous n'avez pas le droit de vous garer à moins de 5 mètres en amont d'un passage piéton dans votre sens de circulation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez la petite image. Si vous vous garez 5 mètres avant un passage piéton dans votre sens de circulation, alors c'est une infraction. C'est ce qu'on appelle un stationnement
très gênant. Et donc, c'est une amende donc de 135 euros sans retrait de points. Comme d'habitude, vous risquez aussi une immobilisation, c'est-à-dire une mise en fourrière du véhicule, si vous ne pouvez pas déplacer votre véhicule lorsque un agent de police constate l'infraction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place sur la voie de gauche si cela est possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, si tu vois bien, devant nous, on a un véhicule d'intérêt général en intervention. D'ailleurs, tu peux voir qu'il a mis les plots de sécurité. Dans ce cas-là, lorsqu'un véhicule d'intérêt général intervient sur une chaussée, la première chose à faire, c'est de ralentir. Également, si tu en as l'opportunité, c'est de changer de voie. Effectivement, si la voie n'est pas déjà occupée par un autre véhicule. Donc ici, je me place sur la voie de gauche si cela est possible. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 21. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, comme le montre ce document que vous retrouverez dans l'information, la fatigue est bien responsable de 1/3 des accidents sur autoroute. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. Lors de cette descente, je mets le point mort pour économiser du carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, tu seras souvent tenté de te mettre en point mort lors des descentes pour pouvoir économiser du carburant. Surtout vu le prix du carburant aujourd'hui. Cependant, c'est 1 interdit et 2 dangereux. Parce que quand tu es au point mort, tu n'as plus aucun contrôle sur la voiture en termes de puissance. Donc ici, effectivement, lors d'une descente, je ne me mets pas au point mort. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. Pour stationner en pente, il est préférable A. D'enclencher la première vitesse, B. De garder les roues droites, C. De tirer fortement le frein à main. Alors, lorsque vous vous stationnez donc en pente, il faudra donc bien sûr enclencher la première vitesse, tourner les roues du côté trottoir et de tirer fortement le frein à main. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 24. Le taux d'alcool délictuel est de 0,8 g par litre de sang, 0,5 g par litre de sang.
comme le montre le document que vous retrouverez dans la plateforme pédagogique, le taux d'alcool délictuel, que vous soyez en probatoire ou non, est de 0,8 g par litre de sang. Donc, le taux délictuel est le même pour tous. C'est le taux contraventionnel qui change. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une contravention et un délit, vous n'avez pas la différence, je vous conseille vraiment d'aller dans l'information. Parce que ces questions sont récurrentes lors de l'examen du code de la route. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Dans cette intersection, le croisement s'effectue à l'indonésienne. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai la priorité sur les véhicules en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir qu'il existe deux types de croisements dans une intersection. On a le croisement à l'indonésienne et le croisement par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque les véhicules se croisent par l'avant, en se faisant face. Le croisement par contournement, c'est lorsque les véhicules se croisent par l'arrière ou, plus communément, en se contournant. Dans notre situation, ici, le croisement s'effectue par contournement. Concernant la deuxième partie de la question, est-ce que, dans ce cas-là, j'ai la priorité sur les véhicules en sens inverse? Donc ici, je veux tourner à gauche. Eh bien, non. Je vais devoir laisser passer les véhicules en sens inverse pour pouvoir tourner à gauche. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que je m'engage dans une voie qui n'est pas la mienne. Je change de voie. Deuxième raison, c'est que regardez, si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse, maintenant, ils viennent de ma droite. Et donc, c'est la priorité à droite qui prime. Donc pour ces deux raisons, je devrais leur laisser la priorité avant de tourner. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Dans cette situation, les pneus neige sont réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé.
Alors ici, comme tu peux le voir, on est dans une situation où la route est enneigée. Cependant, aucune signalisation t'oblige à mettre tes pneus neige. Hein. Les panneaux qui t'obligent à mettre les pneus neige, c'est le panneau d'obligation ou bien le panneau d'entrée de zone d'équipement hivernaux obligatoire. Cependant, on voit qu'il y a quand même une fine couche de neige sur la route. Et là, les pneus neige sont très pertinents et conseillés. Hein. Même, je dirais même, sont plus conseillés que des chaînes. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. Au passage piéton, je m'arrête. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on arrive sur un passage piéton. Et manque de bol, il y a un piéton. Hein. Juste ici, il y a un piéton qui est en train de traverser le passage piéton. Donc bien sûr, on va s'arrêter au passage piéton. Sinon, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Donc refus de priorité, c'est contravention de 4e classe, 6 points de retrait sur le permis de conduire et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 28. Plus la vitesse augmente, plus le temps de réaction augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 70 km/h, la distance parcourue durant le temps de réaction est de réponse C, 21 mètres. Réponse D, 49 mètres. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il te faudra pour d'abord percevoir un danger, analyser un danger, décider d'une action, puis agir. C'est ce qu'on appelle le PADA. Durant toutes ces étapes, il se passera un temps de 1 seconde. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Et ce temps de réaction est le même pour tous. Il ne dépend donc pas de la vitesse. Alors, la deuxième question, c'est à 70 km/h, la distance parcourue est-elle de 21 mètres ou de 49 mètres ? Pour calculer la distance parcourue durant le temps de réaction, on multiplie le nombre des dizaines par 3. Ici, ça fera 7 fois 3, ce qui nous donne 21. Donc la distance parcourue durant le temps de réaction est de 21 mètres. Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 29. L'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2 d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, juste ici, je te mets l'étiquette d'énergie d'une voiture. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, tout au-dessus, les informations du véhicule, donc type de véhicule, le carburant, si c'est un essence, un diesel ou un électrique, la consommation de carburant qu'on appelle WLTP, c'est-à-dire sa consommation mixte,
Et ensuite, il y a son émission de CO2 par kilomètre, donc qui est compté en grammes par kilomètre. Et donc, il y a un classement. Il y a un classement sur 7 lettres. Donc, effectivement, les véhicules qui ont le classement A sont les moins polluants, et ceux qui ont le classement G sont les plus polluants. Donc, pour répondre à la question, l'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2. La réponse est la réponse A. Question numéro 30. Je désactive l'airbag du passager avant. A. Pour un enfant de plus de 10 ans. B. Pour un siège bébé dos à la route. Alors, pour information, les enfants de plus de 10 ans ont le droit de se positionner à l'avant et il n'y a pas besoin de désactiver l'airbag, bien au contraire, pour eux. Alors, par contre, pour les sièges bébés dos à la route, on doit obligatoirement désactiver l'airbag. En général, la désactivation de l'airbag se fait sur le côté du tableau de bord ou alors parfois dans la boîte à gants. Vous avez juste qu'à rentrer votre clé et tourner pour désactiver. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Par ce geste, le cycliste indique qu'il souhaite continuer sur le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ici on a un cycliste qui est sur un giratoire, qui fait un geste, donc qui lève sa main gauche pour nous dire qu'il va rester sur le giratoire et pas tourner à droite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. En attendant les secours, réponse A, je retire le casque. Réponse B, je le couvre. Réponse C, je le déplace sur le trottoir. Alors, à savoir, ne jamais retirer le casque d'un motard qui vient d'être accidenté. Ne jamais également déplacer une personne qui est inconsciente, sauf risque de suraccident. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on le couvre. La bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Alors, clairement, ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé
le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. En plaçant mon pied devant le frein, je réduis. Réponse A, la distance d'arrêt. Réponse B, la distance de freinage. Réponse C, la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors, comme vous le savez, dans les modules pédagogiques du code de la route, on a plusieurs distances que tu dois savoir calculer. Distance de freinage, distance d'arrêt, distance parcourue durant le temps de réaction, distance de sécurité. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la distance d'arrêt, notamment à la distance de freinage. Alors, ce qu'il faut savoir, la distance d'arrêt, c'est quoi? La distance d'arrêt, c'est le temps parcouru durant le temps de réaction et durant le freinage. Donc, distance d'arrêt, c'est égal à distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, il est composé donc de 4 composantes qu'on va appeler PADA. Hein. Ce sera un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, PADA, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider, A, agir. Donc, percevoir, ça va être voir le danger. Analyser, c'est-à-dire, analyser, c'est dans quelles conditions je suis. Décider, c'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais freiner? Est-ce que je vais tourner? Est-ce que je vais accélérer? Et ensuite, en dernier recours, le A pour agir. Donc c'est le moment où on agit. En général, on freine. Donc ici, si je place mon pied devant le frein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la distance parcourue durant le temps de réaction, parce que j'aurai déjà le pied devant le frein. Également, étant donné que la distance parcourue durant le temps de réaction fait partie de la distance d'arrêt, alors je vais aussi réduire de manière mécanique la distance d'arrêt. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 34. J'ai passé ma période probatoire et je roule sur route. Réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Réponse C, je maintiens mon allure. Réponse D, je freine.
Alors ici, avant toute chose, avant de savoir si on doit ralentir, freiner, accélérer ou maintenir son allure, ce qu'il faut savoir, c'est connaître la vitesse maximale autorisée. Pour connaître cette vitesse maximale autorisée, il faut d'abord que je sache où je roule. Alors ici, on roule sur route, comme le dit l'énoncé, mais on roule sur une route à chaussée séparée. Donc, comme vous le savez, je vous remets le document de cours concernant les vitesses maximales autorisées. Hors probatoire sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc on sait que la vitesse maximale autorisée dans ce contexte est de 110 km/h. Actuellement, on roule à 105 km/h comme le montre le compteur. Alors, il y a une autre chose à voir, c'est que lorsqu'on regarde le rétro, on s'aperçoit qu'une voiture nous dépasse. Dans ce cas-là, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc, il n'y a aucune raison d'accélérer, surtout qu'une voiture nous dépasse. Pourquoi ralentir, vu qu'on est à la bonne vitesse? Freiner ici n'apportera rien à l'affaire. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Je maintiens mon allure, je laisse le véhicule derrière moi me dépasser. Question numéro 35. Cette personne se retrouve inconsciente après un accident de la route. Pour la secourir, je dois. Réponse A. La déplacer sur le trottoir pour la protéger. Réponse B. La mettre en position latérale de sécurité. Réponse C. Vérifier un signe d'hémorragie. Alors, comment secourir une personne victime d'un accident de la route et qui se retrouve inconsciente? Alors, tout d'abord, tu dois vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Donc, une hémorragie, c'est du sang qui coule de son corps. Dans un deuxième temps, tu dois la mettre en position latérale de sécurité. Et dans un troisième temps, tu dois la couvrir, car toute personne victime d'un accident se met automatiquement en hypothermie, c'est-à-dire que son corps se refroidit. Alors, surtout, ici, il ne faut pas déplacer cette personne, car elle est inconsciente. Comme tu le sais, là, ici, on a seulement parlé du cas de secourir une personne inconsciente. Secourir une personne consciente, ce sera une autre procédure. Pour ça, je t'encourage à aller dans la formation. De plus, déplacer une personne sur un trottoir ne fait pas partie du secours, mais de la protection. N'oublie pas qu'il y a une procédure à suivre lorsque une personne est victime d'un accident corporel avec dommages corporels sur la route. Cette procédure, c'est le pas. Ici, on n'est pas sur la protection, on est sur le secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 36. Un pneu sous-gonflé peut entraîner A. Une surconsommation.
B. Une perte d'adhérence. C. Une amélioration de la maniabilité. Alors ça c'est une question de cours qu'on a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc effectivement, un pneu sous-gonflé entraînera trois choses. D'une, une diminution de la maniabilité du véhicule. 2, une perte d'adhérence. 3, une surconsommation en carburant. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 37. Les documents obligatoires à bord du véhicule sont: réponse A, la carte grise. Réponse B, l'assurance du véhicule. Réponse C, le permis de conduire. Réponse D, le procès-verbal du contrôle technique. Alors, tu dois savoir qu'il y a seulement 3 documents obligatoires à avoir dans ton véhicule. Tout d'abord, ça va être le permis de conduire. Ensuite, ça va être la carte grise et également la preuve du contrôle technique valide. Tu n'as pas besoin de montrer ton procès-verbal du contrôle technique. Tu as seulement besoin de montrer une preuve, c'est-à-dire de montrer soit la vignette, soit le timbre qui est collé sur la carte grise. Également, tu n'es pas obligé de posséder l'assurance du véhicule à bord du véhicule. Maintenant, depuis avril 2024, les policiers ont à leur disposition un fichier des véhicules assurés. Donc, d'ailleurs, il s'appelle le FVA, fichier des véhicules assurés. Donc, ils savent si tu es assuré ou non. Donc, c'est plus obligatoire de l'avoir depuis avril 2024. Donc, pour répondre à la question, les documents obligatoires à bord du véhicule sont: réponse A, la carte grise, et réponse C, le permis de conduire. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 38. Ce panneau interdit l'accès aux poids lourds, oui réponse A, non réponse B, aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Oui réponse C, non réponse D. Alors, c'est quoi la signification exacte de ce panneau ? Ce panneau est un panneau d'interdiction qui interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises. Que leur PTAC soit supérieur à 3,5 tonnes ou inférieur à 3,5 tonnes. Si tu ne sais pas ce que c'est que le PTAC, c'est-à-dire le poids total à charge, je t'incite fortement à aller te former dans la formation car tu devrais le savoir. Est-ce que ce panneau interdit l'accès aux poids lourds ? Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que automatiquement, un poids lourd, c'est un véhicule de transport de marchandises. Sinon, ce serait pas un poids lourd. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie.
Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça ne veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser. Tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. L'acuité visuelle doit être au minimum de 5 dixièmes, réponse A, 7 dixièmes, réponse B, 4 dixièmes, réponse C. Alors ça c'est une question récurrente dans les examens de la nouvelle réforme. C'est vraiment, faut que vous le sachiez par cœur. Donc l'acuité visuelle aux deux yeux doit être au minimum de 5 dixièmes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Dans cette situation, je klaxonne pour avertir de ma présence. Oui réponse A, non réponse B. Alors, premièrement, il faut que tu saches qu'il est strictement
interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. Mais ce n'est pas le cas ici, il n'y a pas de danger imminent, on est sur une agglomération de nuit éclairée, donc ici, tout le monde me voit, je n'ai pas besoin d'avertir de ma présence. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.